J'ai vécu en Égypte jusqu'à ma mort, le territoire le plus fascinant de l'Antiquité, et aussi celui qui a consacré le plus de temps à penser à la mort. S'il y a bien une chose qui nous obsédait, nous les anciens Égyptiens, c'était d'atteindre l'éternité. À cette fin, nous avons bâti des monuments colossaux, des pyramides et des tombeaux remplis de richesses. Mais il y avait une étape indispensable pour obtenir la vie éternelle, la momification. Avec la disparition de la civilisation pharaonique, nombre de nos secrets sont restés enfouis dans des temples, des tombeaux et sous le sable du désert. Mais aussi à l'intérieur des momies. Et ces secrets ne seraient révélés que plusieurs siècles plus tard, grâce à une technologie qu'aucun Égyptien n'aurait pu imaginer. Les secrets de la momie d'or. J'ai toujours voulu sauver des vies. Je me suis donc consacré à la médecine. Au cours de ma vie, je me suis occupé de personnes d'horizons différents, des plus humbles aux plus puissants. Mais je n'aurais jamais imaginé me retrouver au cœur d'une étude aussi passionnante que celle-ci. Lorsque la direction nous a exposé l'idée de sortir les momies pour réaliser un scanner, notre première réaction a été le refus. Un refus catégorique. Il ne faut pas déplacer les momies, elles sont en sécurité là où elles sont, il ne faut pas y toucher, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Pourquoi faudrait-il sortir les momies? Ce que nous voulons, c'est utiliser les dernières technologies à notre disposition pour l'étude du corps humain. Dans ce cas, l'étude se baserait sur le corps d'une personne décédée il y a plusieurs années, plus précisément 2 millénaires. À présent, nous allons lever la vitrine qui protège la momie. Il a été très difficile de prendre cette décision, entre autres parce qu'elle implique une énorme responsabilité. Je crois que le fait de les sortir du musée et de les transporter à l'hôpital pour leur faire passer un scanner va nous donner beaucoup d'informations sur certains aspects qu'il nous serait impossible de découvrir par d'autres moyens. Nous allons pratiquer une tomographie par ordinateur, c'est-à-dire un scanner avec un appareil à la pointe de la technologie. Nous allons tenter d'entrer en elle sans avoir à retirer les bandages ou altérer le cadavre d'une quelconque manière. Ce sont des momies, des êtres qui ont vécu il y a plus de 2000 ans. Voir ces momies allongées sur la table d'un scanner, c'est vraiment impressionnant. Nous avons cherché une date durant le mois de juin. C'est un mois pendant lequel il ne fait ni trop froid ni trop chaud. Il a fallu choisir un jour pour lequel les prévisions météorologiques n'annonçaient pas de pluie ou quoi que ce soit qui aurait pu altérer le taux d'humidité de l'air. On ne peut pas se permettre d'organiser ce transfert un jour de pluie ou un jour très nuageux avec un taux d'humidité très élevé. Dans ce cas, il faudrait annuler l'opération. J'ai peur qu'il y ait un accident suite à une mauvaise manipulation. S'il y a un problème, c'est inenvisageable, voilà tout. On ne peut pas se permettre qu'il y ait le moindre problème.
Nous sommes à l'hôpital Quirón de Madrid et aujourd'hui, nous allons étudier les momies du Musée archéologique national. On est dimanche, on a choisi cette journée parce qu'il y a peu d'activités à l'hôpital et on disposera de plus de temps pour préparer la salle. Nous allons les réceptionner aux alentours de minuit. Et ensuite, nous procéderons à l'étude de 3 momies égyptiennes et d'une momie guanche. Le moment fatidique est arrivé. Nous avons préparé et répété tous les protocoles. Le temps est aussi avec nous. La météo est parfaite. Et c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Nous allons déplacer les momies. Je crois que toute l'équipe partage le même sentiment. Un sentiment de responsabilité qui crée un profond respect. Dans un premier temps, 4 à 5 personnes déplaceront la momie. On va essayer de faire en sorte qu'elle soit exposée le moins longtemps possible à l'air. Arrêtez-vous là. Tenez-la bien. Attention, doucement. Et voilà. Même si on veut contrôler les risques, il peut toujours y avoir un problème. Il peut toujours y avoir un accident. On protège et on immobilise la momie. On fait en sorte qu'elle soit bien maintenue et préservée. Passer des momies égyptiennes au scanner, c'est tout un événement. Tout ce qu'on verra nous donnera une piste ou une information sur la façon dont vivaient ces personnes dans l'Égypte antique. Parfait. Le Musée archéologique national possède 3 momies égyptiennes et une momie guanche. Parmi les égyptiennes, il y a 2 femmes et un homme. Comme vous le savez, il faut la manipuler avec beaucoup de délicatesse. Très bien. À 3, s'il vous plaît. 1, 2, 3. On la descend doucement. C'est bon. La deuxième momie est prête pour son transfert. Il y a 3 momies égyptiennes et la star, si on peut l'appeler ainsi, est sans aucun doute la momie dorée. Le prêtre Nespa Medou. Nous sommes devant la momie la plus importante du Musée archéologique national. Elle est unique au sein du patrimoine espagnol. Il n'y a rien de semblable. Nous savons que c'est un homme qui a vécu à l'époque ptolémaïque et qui était un grand prêtre du dieu Imhotep. Ce devait être un haut fonctionnaire, étant donné la bonne momification dont il a bénéficié. Cette momie est particulière et en ce qui concerne ses caractéristiques physiques, la difficulté réside dans le fait qu'elle est beaucoup plus lourde que les autres momies que nous déplacerons. Faites très attention, c'est une opération à haut risque. Tout le monde est prêt? 1, 2, 3, on lève. On la soulève et on va placer un chariot en dessous. C'est le moment le plus risqué. Posez-la doucement, délicatement. Là, c'est parfait. Maintenant, on va placer de la mousse pour maintenir et protéger la pièce sur le brancard. On va la couvrir, replacer la vitrine et elle sera prête pour le transport. Maintenant, nous allons déplacer la momie guanche. La momie guanche est un exemplaire quasiment unique parce qu'il y a eu énormément de momies guanche. Néanmoins, de nos jours, il n'en reste que très peu. Se dire qu'on a des restes humains de quelqu'un qui a vécu il y a des milliers d'années et qu'ils sont parfaitement conservés, c'est extrêmement impressionnant. Opération emballage terminée avec succès. Merci beaucoup. Les momies sont parfaitement emballées. Nous allons donc les déplacer dans les couloirs du musée jusqu'au monte-charge et les installer dans le camion.
Nous sommes impatients parce qu'elles sont en chemin. On est ici depuis 20 heures et il nous tarde de les réceptionner. On a testé 2 trajets différents. Et on a fini par se décider pour l'itinéraire le plus long, parce qu'il est plus sûr. Le bitume est en meilleur état et il y a moins de virages. On préfère faire 10 km de plus pour plus de sécurité et éviter les vibrations. Tout est prêt. On prend la route pour l'hôpital. C'est ainsi qu'a commencé le voyage le plus important de ma vie. Un voyage depuis le XXIe siècle pour revenir dans l'Égypte antique et durant lequel des secrets enfouis durant des siècles allaient refaire surface. Le trajet que nous avons choisi nous fait traverser le centre de Madrid. Et maintenant, comme on peut le voir, on passe par la porte d'Alcalá. Ensuite, on va voir apparaître la célèbre place de Cybèle et sa fontaine. Les momies vont profiter d'une visite touristique de Madrid très intéressante. On a choisi cet itinéraire parce qu'à cette heure, on ne prévoit pas beaucoup de trafic ou de ralentissement. Il faut qu'on soit détendu et confiant, qu'on ne doute pas qu'on arrivera à l'hôpital sans encombre. On a analysé tous les risques. Le risque zéro n'existe pas, il faut l'avoir en tête. Il peut toujours y avoir un accident, mais il faudrait vraiment qu'on joue de malchance pour qu'il se passe quelque chose. On traverse la célèbre Grande Via de Madrid. Il n'y a plus beaucoup de trafic à Madrid. Il y a du mouvement parce que la Grande Via est toujours fréquentée. Mais à cette heure-ci, la route qu'on a choisie est très calme. Nous voilà sortis du centre-ville sans encombre. On ne devrait plus rencontrer de problèmes de circulation. Oui, Teresa, on arrive dans 5 minutes. On n'est plus très loin. Tout va bien, tout va bien. Le voyage est terminé. On arrive à l'hôpital et on nous a informé qu'on devait passer par l'entrée des urgences. Le trajet s'est déroulé à merveille. Et à présent, on va laisser les momies entre les mains des médecins pour qu'ils leur fassent le scanner. Voilà, tout est prêt et on va pouvoir commencer. Nous sommes dans la salle de tomographie par ordinateur, plus connue sous le nom de tomodensitométrie ou scanner. C'est ici que nous allons réaliser l'étude des momies. Une fois que nous aurons sorti les momies de leur vitrine, plusieurs personnes les soulèveront avec une extrême prudence et nous les poserons sur le brancard. Elles vont passer à l'intérieur de ce tunnel et c'est là que nous obtiendrons les images. Il y aura environ 2500 images par momie. Lorsque vous avez dissimulé un secret pendant des millénaires, vous ne savez jamais comment ni quand il sera découvert. Mais vous espérez que les personnes qui le trouveront seront les plus à même de vous comprendre. Il ne pouvait y avoir mieux qu'un médecin pour le faire. Une profession à laquelle je dois beaucoup. On vient de scanner les momies. On est en train de regarder les images sur nos écrans. Et pour être honnête, c'est passionnant. Lorsque nous avons observé le visage de la momie Nespamedou, un visage vieux de plus de 2000 ans, nous avons été extrêmement impressionnés. Il y avait quelque chose sur le front, une structure, et ça a été un moment vraiment spectaculaire.
C'est une structure un peu dense et nous pensons que ça pourrait être un diadème. On essaie d'améliorer un peu les images pour voir à quoi ça peut correspondre. C'est un diadème. Oui, on dirait une sorte de diadème. Il y a d'autres choses au niveau des pieds. Ça ressemble à des sandales. C'est ce qu'on observe à présent. En descendant sur la partie inférieure, on a vu des sandales. Dès le premier coup d'œil, on a distingué les semelles et on reconnaît bien les sandales. On travaille sur les images avec nos collègues égyptologues et ils sont très enthousiastes parce qu'ils reconnaissent des objets importants au niveau culturel et historique. C'est incroyable, vous vous rendez compte? Lorsque nous nous sommes réunis autour du moniteur et que nous avons vu les premières images, nous étions tous bouche bée et émus. On se disait que c'était un moment magique, unique, et qu'on avait beaucoup de chance de pouvoir observer tout ça. C'est une émotion indescriptible. On savait que c'était une momie à part. En revanche, on ne savait pas ce qu'on allait découvrir sous les bandages. N'est-ce pas, Médou a été une merveilleuse surprise. Nous avons tous vu des choses fantastiques pour la première fois après plus de 2000 ans. On va entamer le processus le plus compliqué après le scanner. On va commencer à analyser toutes les données et les images qu'on a pu obtenir. Et on procédera à l'étude des os et de tout ce qu'il peut y avoir sous les bandages. J'ai hâte de me remettre derrière le poste de travail et d'examiner tout ce qu'il y a à découvrir. Cette soirée a été riche en émotions et pourrait faire couler beaucoup d'encre. Et même si les découvertes n'en étaient qu'à leurs prémices, c'était le premier pas pour que je puisse vous raconter cette histoire. Ce soir, la clinique Quirón de Madrid a reçu 4 patients exceptionnels. 4 momies du Musée archéologique national qui ont été sorties de leur vitrine pour se soumettre à une étude radiologique de haute définition. Il s'agit de 2 femmes égyptiennes, un prêtre et un homme guanche. Des images inédites en haute définition obtenues grâce à une machine unique en Espagne. Dans quelques jours, nous en saurons beaucoup plus sur chacune de ces momies. Certains se demanderont comment un corps peut survivre à l'épreuve du temps durant des millénaires. En réalité, cette question nous obsède, nous les Égyptiens, depuis nos origines. Peu importe que vous soyez pharaon, noble ou paysan, nous voulions tous être momifiés. Un rituel qui durait 70 jours et auquel seuls les plus privilégiés comme moi avaient accès. Les Égyptiens croyaient en l'au-delà. Ils devaient continuer à vivre après la mort. Mais ils avaient besoin de leur corps, car leur âme, qui était en général représentée par un oiseau avec une tête d'homme, devait trouver son support lorsqu'elle sortait et retournait dans la tombe. Ce support, c'était le corps. Après avoir nettoyé le corps avec soin, le prêtre pratiquait une incision sur le côté gauche par laquelle il enlevait les organes, un par un. Il sortait les viscères du corps et après avoir été embaumés, ils étaient déposés dans les vases canopes. Il fallait également extraire le cerveau, auquel on n'accordait aucune valeur. Voici le crâne de Nespa Médou. On peut voir que tous les os de l'intérieur du nez ont été cassés et qu'il y a un trou par lequel je peux passer le doigt. Je peux même aller toucher le sommet du crâne. C'est par ce trou qu'ils extrayaient le cerveau. Seul le cœur demeurait dans le corps. C'est là que résidait l'intelligence et la raison. Mais le grand secret de la momification égyptienne résidait dans le natron, un sel que l'on trouvait dans les lacs d'Égypte et qui tenait un rôle fondamental. Le natron était peut-être ce qu'il y avait de plus important dans la momification. Les Égyptiens ont découvert qu'en utilisant ce sel, le corps se déshydratait et par conséquent se conservait comme il le désirait. Il recouvrait le corps durant environ 40 jours et lorsque le corps s'était déshydraté, il retirait le sel. Après avoir retiré le natron, il fallait bander le défunt. Les prêtres couvraient le corps avec soin,
déposant parfois entre les bandes des objets ornementaux et des amulettes. Ensuite, ils le recouvraient de résine et d'huiles aromatiques qui permettaient également de le conserver. La momification était toujours pratiquée par la main d'Anubis, le dieu qui accompagnerait le défunt durant son voyage vers l'au-delà. Anubis était le dieu de la momification, le dieu des morts qui accompagnait le défunt vers l'au-delà. C'est pour cette raison que le prêtre le plus important de la momification durant certaines étapes enfilait le masque du dieu Anubis et récitait une série de rites funéraires et religieux, comme s'il était lui-même le dieu Anubis. 70 jours plus tard, la momification prenait fin. Après avoir recouvert le visage d'un masque et récité les dernières déprécations magiques, la momie était introduite dans le cercueil. Le corps du défunt était préparé pour survivre à l'éternité, bien qu'avant de l'atteindre, il devait d'abord affronter le jugement d'Osiris. Ces derniers jours, nous avons étudié les différentes techniques de momification des 4 momies et nous avons découvert des choses surprenantes. Pour les momies égyptiennes, tous les viscères ont été enlevés, à l'exception du cœur. On le distingue parfaitement à l'intérieur des 3 momies égyptiennes. Par exemple, sur celle de Nespamedou, on voit le cœur entouré des résines qui ont été utilisées pour réaliser la momification. Cependant, pour la momie Guanché, tous les viscères ont été conservés. On le voit très bien sur cette image. Il y a les poumons, le cœur et le foie desséché. L'état de conservation des dents des momies égyptiennes nous a surpris parce qu'elles sont en très mauvais état. On sait qu'ils consommaient beaucoup de céréales, c'était la base de leur alimentation. Ces céréales étaient mélangées avec du grain et du sable, ce qui provoquait beaucoup d'abrasions au niveau de l'émail et de la couronne dentaire. Les molaires de ces personnes devaient donc être extrêmement douloureuses. Au contraire, la momie Guanché possède une dentition parfaite. Ce qui a également attiré notre attention, ce sont les différentes techniques de momification des 3 momies égyptiennes. Alors que les 2 femmes ont été bandées très rapidement, avec une seule bande enroulée autour du corps, Nespamedou a un bandage beaucoup plus méticuleux, ce qui démontre qu'il faisait partie d'une classe sociale beaucoup plus élevée. En effet, dans l'Égypte antique, les momies n'étaient pas toutes égales. Le pouvoir que quelqu'un avait durant sa vie se reflétait lors de sa mort dans la qualité du bandage, des ornements et, évidemment, lors de l'enterrement. Lorsqu'une personne importante mourait, un cortège de représentants de l'autorité, de servants et de pleureuses accompagnait le défunt et ses proches jusqu'à la tombe. Avant d'y déposer le corps, le prêtre procédait au rituel d'ouverture de la bouche. Cette cérémonie permettait d'ouvrir symboliquement les sens. La personne ressuscitait et était prête à vivre dans l'autre monde. L'ouverture de la bouche et des yeux s'appelle également le souffle de la vie. On donnait vie au défunt pour qu'il puisse faire ce qu'il faisait de son vivant dans l'au-delà, c'est-à-dire voir, respirer, manger, parler, être en contact avec les dieux. Ensuite, la momie était déposée à l'intérieur du tombeau, près du mobilier funéraire et des vases canopes. Le tombeau était scellé avec soin pour préserver le repos du défunt et éviter les pillages. Il n'y avait plus rien à faire. Le chemin vers l'au-delà était une étape que chacun devait traverser seul. On n'a pas trouvé le tombeau de Nespamedou. Nous savons qu'il devait se situer dans la zone de Saqqara parce que c'est là que se trouvaient les sépultures de ces nobles. Nous nous trouvons actuellement dans un tombeau qui nous permet de nous faire une idée du type de sépulture qu'avaient ces fonctionnaires. Nous sommes dans le tombeau d'un haut responsable égyptien du Moyen Empire, un noble qui a été enterré dans cet espace funéraire. C'était une zone de culte public.
Et en dessous se trouvait ce que nous avons découvert, ce que nos fouilles ont révélé. C'est une galerie qui descendait vers une chambre, vers le sarcophage où se trouvait la momie du défunt. Personne ne pouvait accéder à cette zone sauf le défunt. C'était l'espace secret et intime de la momie qui, d'une certaine manière, servait à la relier à l'au-delà. Ici, nous voyons la fin du passage qui permet de descendre jusqu'à la chambre du sarcophage. Le sarcophage se trouve au centre de la salle. On y déposait le cercueil de bois dans lequel reposait la momie. Dans les croyances égyptiennes, le défunt sortait sous la forme d'un esprit, d'un oiseau. Il pouvait passer au travers de la pierre pour rejoindre le monde des vivants et revenir dans sa chambre ou dans le monde des morts. On a ici une caisse réalisée en pierre dans laquelle étaient entreposés les 4 vases canopes. Comme ils étaient nécessaires et fondamentaux pour la résurrection du défunt, ils étaient déposés à proximité du sarcophage. On est à l'entrée de la chambre dans laquelle étaient entreposés les récipients et le matériel utilisé pour le processus de momification. Il y a ici les restes du contenu d'une amphore. Il y a entre autres des bandes et des rouleaux de bandage. Ce bandage a 4000 ans. Le textile est encore très résistant. Il est de qualité. On voit aussi des taches, c'est peut-être le sang du défunt. Il y a aussi des sacs de natron qui contiennent les sels utilisés pour déshydrater le corps du défunt. Il est clair que les Égyptiens connaissaient très bien la technique de momification. Ils savaient ce qu'ils avaient à faire et comment embaumer les différentes parties du corps. Étonnamment, les tissus mous des momies féminines sont très bien conservés. On peut distinguer la forme faciale des tissus mous qui recouvrent le crâne. Ce qu'on a trouvé sous les bandages des momies féminines est vraiment incroyable. On ne pensait pas y découvrir grand-chose, à part des os. Mais nous avons pu constater que non seulement de la peau, mais aussi d'autres tissus mous comme les oreilles et une partie du nez ont été conservés. Ceci nous permet de reconstruire de manière très fiable la forme du visage de ces 2 femmes. Une fois que les visages de ces 2 momies féminines ont été reconstruits en 3 dimensions, on a pu constater que l'une d'elles présente des traits méditerranéens, qui s'apparentent beaucoup à la femme occidentale actuelle, alors que l'autre momie présente des traits plus typiques du centre de l'Afrique. Les 2 momies féminines égyptiennes présentent des aspects différents, parce que l'une d'elles provient du delta, de la ville d'Alexandrie au nord, où la population était majoritairement grecque à un moment précis. Et l'autre vient de Thèbes, au sud de l'Égypte, où la population pouvait être entièrement native d'Égypte ou de Nubie, avec des caractéristiques afro-asiatiques ou négroïdes. Nous avons été surpris de découvrir sur la momie la plus jeune des changements arthrosiques dans la zone du pelvis, qui suggèrent qu'elle pouvait être enceinte. La société égyptienne pharaonique, comme c'est le cas pour beaucoup de sociétés de l'Antiquité, traitait avec respect et appréciait le rôle de la femme, mais elle était très centrée sur le monde domestique et le domaine du foyer. Nous en avons terminé avec la reconstruction des momies féminines. À présent, nous allons nous concentrer sur Nespamedou, qui est beaucoup plus complexe compte tenu de tous les ornements. Je crois que ce sera un travail très intense et très intéressant. Nous l'analysons en profondeur parce que nous pensons que nous allons découvrir beaucoup de choses sous les bandages. Une fois que la personne était momifiée et placée dans sa tombe, le moment le plus important de son existence arrivait. Le jugement d'Osiris. Sur le plateau d'une balance, Anubis plaçait le cœur où résidaient le bien et le mal.
Sur l'autre, la déesse de la justice, Maat, déposait sa plume. Après avoir analysé les actes du défunt au cours de sa vie, le verdict tombait. Si le cœur et la plume avaient le même poids, le défunt serait accepté dans le royaume des dieux. Sinon, il serait dévoré par la déesse Amut et disparaîtrait à tout jamais. Ces derniers jours, nous avons fait de grandes découvertes sous les bandages de Nespamedou. Nous avons trouvé un grand collier ainsi que plusieurs bracelets autour des bras et des poignets. Nous continuons les recherches. Il peut y avoir d'autres objets. Tous les objets que porte Nespamedou sur le corps, le collier ouzek, les bracelets, les sandales, doivent être interprétés comme un signe de puissance. Nespamedou bénéficiait d'une certaine reconnaissance au sein de la communauté dans laquelle il vivait. Le diadème qu'il porte sur le front est une représentation du scarabée ailé, Khépri, symbole de la vie et de la résurrection dans l'au-delà. En Égypte, ce type de collier s'appelle ouzek. C'est une représentation très répandue. On le trouve dans les tombeaux aussi bien chez les hommes que chez les femmes, et aussi bien dans la vie que dans la mort. C'est un symbole de prestige. Le collier, les bracelets et les sandales doivent être considérés comme un symbole de pouvoir. En effet, j'étais puissant de mon vivant, bien plus que je ne l'aurais imaginé. Mais mon plus grand privilège était d'être né dans l'Égypte des pharaons, la terre la plus éblouissante que l'humanité n'avait jamais connue. Et nous devions tout ça au Nil. Au milieu des déserts, le Nil débordait chaque année, laissant des champs cultivables lorsque les eaux se retiraient. Ce spectacle de la terre refaisant surface reproduisait l'origine du monde. Au commencement, tout était recouvert par un immense océan. Lorsque l'eau a commencé à baisser, le premier bout de terre est apparu. La colline primordiale, l'origine de la vie. C'est pour cela que nos premières tombes étaient recouvertes d'une colline de sable, symbole de la création qui aidait les morts à revivre. Il en fut ainsi jusqu'à l'arrivée d'Imhotep, le plus grand génie de l'Antiquité. Imhotep était le premier architecte connu de l'histoire. Il était également grand prêtre, astronome, juge et médecin, devenu à sa mort dieu de la médecine. Imhotep voulait approcher le pharaon au plus près du ciel et il a imaginé une grande pyramide à gradins. À Saqqara, il allait réaliser cette construction qui changerait à tout jamais l'histoire de l'Égypte. La pyramide de Djoser, une superposition de 6 mastabas de pierre atteignant 60 mètres de haut qui se dresse au centre d'un immense complexe funéraire. Cette pyramide a été la première construction en pierre calcaire à grande échelle. Une parfaite révolution pour l'Égypte et pour toute l'humanité. Que signifie cette pyramide? Du point de vue religieux, Imhotep voulait construire un escalier. La pyramide est un escalier qui permettrait au pharaon de monter jusqu'au ciel. Les textes de la pyramide racontent que le pharaon voulait arriver au ciel pour atteindre les étoiles et se joindre à elles. Il serait le premier parmi les étoiles et pourrait monter et descendre par cet escalier. Lorsqu'Imhotep achève la construction de la pyramide de Djoser, une véritable obsession pour obtenir la pyramide parfaite apparaît. Il faut attendre la 4e dynastie pour que le pharaon Khéops y parvienne. Il ordonne l'érection du chef-d'œuvre de l'architecture égyptienne, la grande pyramide de Gizeh. Une œuvre colossale qui dépasse les 140 mètres de haut, totalement recouverte de pierres calcaires blanches. À ses côtés se dresseront les pyramides de Képhren et de Mykérinos, créant ainsi l'ensemble architectural le plus surprenant que l'homme ait jamais vu. Ce panorama est impressionnant. Nous sommes devant l'une des 7 merveilles du monde, la seule qui a résisté au temps. C'est le monument le plus parfait qui possède une base carrée.
Que signifie la pyramide? Pourquoi ont-ils choisi ce monument? Nous n'en savons rien. Mais c'est une période durant laquelle les théories religieuses liées au monde solaire commencent à se développer. La pyramide représente cette colline primordiale. Le soleil se pose sur sa cime et répand ses rayons vers le sol pour protéger le corps du pharaon. On commençait par le noyau et ensuite tout était recouvert avec du calcaire de Toura, une pierre blanche et brillante qui faisait resplendir les pyramides. Aujourd'hui, seule la partie supérieure de la pyramide de Khéphren est encore revêtue de ce calcaire de Toura, mais à l'origine, elles en étaient toutes recouvertes. Tout est parfaitement pensé, étudié. C'est impressionnant. Ça donne la chair de poule parce qu'elle est parfaite. L'orientation, les mesures. Il est même parfois difficile de comprendre comment ils ont pu parvenir à ce résultat. Près des pyramides se dresserait une autre œuvre monumentale, le Sphinx. Les sphinx sont les gardiens. Il ressemble un peu à un lion, parce qu'il a un corps de lion et une tête d'homme. Ce sont les gardiens du cimetière. Le sphinx protège les sépultures des grands pharaons, et il nous rappelle aussi l'existence solaire et de l'au-delà. Nous étions tous conscients que rien de tout cela n'aurait vu le jour sans le vénérer Imhotep. Son existence a marqué l'histoire de l'Égypte, et également ma propre vie, bien des siècles plus tard. Nous avons commencé l'analyse de l'iconographie et des textes qui apparaissent sur les 5 pièces de cartonnage de Nespa Medou. Il y a des informations sur la vie et le travail de Nespa Medou. Grâce aux hiéroglyphes de ces pièces, on peut identifier son lieu de travail parce qu'ils font référence à un endroit très important pour Nespa Medou, le temple d'Asclépios, celui du grand Imhotep, le grand dieu de la médecine à cette période du royaume ptolémaïque. Et en effet, Nespa Medou est un des prêtres du temple d'Imhotep dans la zone de Saqqara. Sur le cartonnage qui protégeait les jambes, nous avons trouvé un ensemble de hiéroglyphes qui représentent la titulature de Nespa Medou. Parmi tous ces titres, il y en a un très intéressant et très particulier qui le distingue des autres personnes de son époque. C'est celui qu'on pourrait appeler le prêtre pur. Le reste du titre indique qu'il appartenait au monarque, qu'il travaillait pour le pharaon. Par conséquent, on pourrait traduire la titulature complète par guérisseur personnel du monarque ou médecin du pharaon. Imhotep était un guide et une source d'inspiration pour moi. Bien des siècles après lui, j'ai essayé de suivre ses pas. Après des années d'efforts, j'ai appris à lire et à écrire, et j'ai pu appréhender l'histoire de l'Égypte et de nos dieux. Quand je suis devenu scribe, j'ai eu accès au savoir médical et aux rituels de guérison. Grâce à ces connaissances, je suis devenu prêtre et médecin du temple d'Imhotep à l'Asclépion de Saqqara. On remarque qu'il devient un membre du temple d'Imhotep le Grand à Saqqara, et ceci indique qu'il devait se démarquer au niveau des connaissances. Ma renommée en tant que médecin dépasse les murs de l'Asclépion et parvient beaucoup plus loin que je ne l'aurais jamais imaginé. Un jour, je reçois un message de la personne la plus puissante de notre époque, notre souverain, le pharaon. Le monarque représentait non seulement la plus haute autorité d'Égypte, mais il était également une divinité sur terre. Sa fonction entretenait nombre de légendes, mais en réalité, seuls quelques privilégiés avaient accès à sa personne. Dans l'Égypte antique, le pharaon était considéré comme un dieu. On ne pouvait pas le toucher. D'ailleurs, les textes qui se réfèrent aux divinités et aux monarques affirment que son corps est fait d'or, ou de lapis-lazuli, ou encore d'autres pierres précieuses. Il est impossible de toucher le monarque. Seule une poignée de personnes qualifiées, préparées et bénéficiant de l'autorisation de la divinité peuvent s'en approcher pour le toucher. Parmi eux, il y a certains domestiques et des médecins personnels, comme c'est le cas de Nespa Medou. La première fois que j'ai soigné le pharaon, j'ai été envahi par un sentiment de responsabilité et de peur.
Le corps du monarque représentait l'Égypte. Si sa santé se détériorait, la stabilité du pays était en danger. Tout problème qui affectait le monarque pouvait entraîner le chaos dans le pays. Et certaines parties du corps d'un pharaon étaient liées à différentes parties du pays. Par conséquent, si le monarque avait un problème au niveau de l'épaule, de la jambe ou de la vue, cela pouvait avoir des conséquences à caractère cosmique ou géographique très importantes selon la mentalité de l'Égypte antique. Mes années d'études portent leurs fruits. Grâce aux invocations magiques et à ma connaissance de la médecine, je gagne sa confiance, jusqu'à ce que je finisse par intégrer son cercle le plus intime. Le nom Nespamedou signifie celui qui appartient au sceptre. C'est une façon de dire celui qui est lié au monarque, celui qui est loyal et fidèle au monarque. Les pharaons aspiraient à maintenir leur pouvoir et leur richesse au-delà de la mort. Quand ils disparaissaient, ils fusionnaient avec Osiris et se transformaient en dieux. C'est pour cela que leur tombe devait être grandiose. À l'exception des pyramides, dans l'Égypte antique, aucune tombe n'était aussi impressionnante que celle de la vallée des rois, construite lors du Nouvel Empire, près de la ville de Thèbes. Même si de notre temps, de nombreux siècles s'étaient écoulés depuis cette époque de splendeur, cette grande nécropole suscitait encore la fascination. Nous sommes dans la vallée des rois, la nécropole royale du Nouvel Empire, des pharaons de la 18e à la 20e dynastie. C'est ici qu'ont été enterrés des pharaons comme Toutankhamon, Séti Ier, Ramsès II, Ramsès IV, des pharaons très importants. Les pharaons voulaient trouver un endroit proche de la capitale, mais aussi éloigné des temples et de la civilisation où ils vivaient. Ils ont pensé que cet endroit où se couchait le soleil et dont l'accès était plus compliqué pour les pilleurs de tombes serait l'endroit idéal pour eux. Lorsqu'on entre dans les sépultures, surtout les plus importantes, on peut voir la richesse et le pouvoir dont disposaient les pharaons à cette époque. Voilà le tombeau de Ramsès IV, qui, comme on peut le constater, est extrêmement luxueux. Avec des tombeaux comme celui-ci, les pharaons voulaient montrer que le pouvoir qu'ils avaient de leur vivant serait maintenu après leur mort dans l'au-delà. Les pharaons, et par extension tout le peuple égyptien, voulaient vivre dans l'au-delà de la même façon qu'ils avaient vécu leur vie. Par conséquent, la richesse, la splendeur et l'importance du mobilier funéraire d'un tombeau montraient à quel point le défunt avait été puissant durant sa vie. Quand je parle d'objets, je parle de milliers d'objets. Toutankhamon en avait 6000, et ce n'était pas un grand tombeau. En Égypte, les grandes nécropoles se situaient sur la rive occidentale du Nil, là où se couchait le soleil. Pour nous, le crépuscule représentait le soleil qui pénétrait dans l'au-delà, dans le royaume des morts. Dans l'au-delà, le défunt serait confronté à des êtres malfaisants et à de nombreux dangers. C'est pour cela qu'il était important de se protéger au moyen d'amulettes et d'un savoir magique étendu. Nous ne savions pas ce que nous allions découvrir de plus, mais sous les bandages, entre les différentes couches de bandes entourant Nespamedou, sont apparues de petites plaques rectangulaires, pas très denses, qui mesurent 2,5 mm d'épaisseur. Elles sont très fines et plates. Nous essayons de rendre ces images plus nettes, avec une meilleure définition, parce qu'il est possible de reconnaître certaines silhouettes sur ces plaques. Lorsqu'on leur donne du volume, elles sont très reconnaissables. Elles forment des dessins, elles représentent des figures. Nous avons trouvé 15 plaques. Comme vous le voyez, elles sont disposées tout le long du corps de Nespamedou. Sur certaines, les silhouettes sont très reconnaissables. Par exemple, sur une des plaques, on distingue une femme avec les bras levés. Celle-ci représente une tête de chacal. C'est une découverte véritablement spectaculaire et nous ne nous attendions pas à la faire. La signification de tout ceci doit être donnée par les experts du musée. Nous avons une image qui nous émeut, nous trouble et nous enthousiasme.
Nous avons eu beaucoup de chance d'avoir cette momie. Et maintenant, nous allons essayer de l'examiner un peu plus pour savoir ce qu'a voulu nous transmettre Nespa Medou, avec ce qu'il a emporté dans sa tombe. Alors que ma vie avançait, j'ai moi aussi commencé à prévoir comment se déroulerait mon voyage vers l'au-delà. Je voulais que mon nom perdure, qu'on puisse lire sur mon corps qui j'étais et qui j'avais servi, et que les dieux que je vénérais m'accompagnent dans l'au-delà. Peu à peu, ma santé se détériorait. Il n'y avait plus de temps à perdre. Les images sont vraiment très précises. On parvient parfaitement à identifier toutes ces plaques rectangulaires qui, en définitive, sont des amulettes. Toutes les plaques nous racontent une histoire. Ce sont généralement des divinités funéraires. Concrètement, il y a 2 séries des 4 enfants d'Horus, qui sont les protecteurs des viscères, également associés à la momification et à l'au-delà. Il y a aussi 2 plaques des pleureuses, Isis et Nephthys, la sœur et l'épouse d'Osiris, qui le pleure à sa mort. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'elles sont à la fois sur le cartonnage et sur les plaques, et qu'elles sont pratiquement identiques dans l'iconographie. Mais il y a aussi 2 choses qui ne figurent pas sur les cartonnages, la représentation du dieu Thoth et 2 yeux Udjat, l'œil d'Horus. Thoth est le dieu de la médecine, et Nespa Medou était médecin. Il est certain qu'il a lui-même choisi avec qui il voulait être enterré. Et il est donc très intéressant de voir qu'il a choisi le patron des médecins, et probablement aussi des ophtalmologues. Il est aussi intéressant de voir 2 yeux d'Horus, très liés au dieu et à la résurrection. Chaque jour, on assemble une pièce du puzzle, qui nous permettra d'en savoir beaucoup plus à propos de Nespa Medou. Nous allons faire un deuxième scanner, parce que nous avons besoin de savoir de quels matériaux sont faites les pièces qui sont à l'intérieur de Nespa Medou. Souvent, les momies sont recouvertes de ces cartonnages. Mais il arrive que les cartons ne correspondent pas aux momies sur lesquelles ils sont exposés. Ils sont arrivés ensemble. Mais il est fréquent que ces cartonnages appartiennent à une autre momie. Il y a toujours eu de nombreuses confusions suite au pillage ou au déplacement. Nous allons emmener les cartonnages à l'hôpital, les passer au scanner, et nous allons essayer de savoir si le matériau est le même que celui des plaques. Si les matériaux des plaques et du cartonnage sont les mêmes, il sera clair que la momie est Nespa Medou. On espère que ce seront des cartons, mais nous essayons de confirmer de quoi il s'agit. La durée de vie moyenne d'un Égyptien était de 30 ans. Ma vie s'est éteinte à 55 ans. Quand mon heure est venue, j'ai imaginé le voyage qui m'attendait après la mort. Je serais momifié durant 70 jours. Un prêtre m'aiderait à retrouver mes sens. Je surmonterais le jugement d'Osiris et j'atteindrais ma dernière destination où je jouirais de la vie éternelle. En fermant les yeux, j'ai su que l'éternité m'ouvrait les bras. Mais les choses ne se passent jamais comme on l'a imaginé. Le plus grand ennemi des momies dans l'Égypte antique, c'étaient les pilleurs de tombes. Dans la plus grande partie des tombeaux, les richesses, le mobilier funéraire et même les corps embaumés ont disparu. Ils étaient intéressés par les mobiliers funéraires de valeur. Ils endommageaient les momies pour leur prendre les amulettes, les bijoux et tout ce qui pouvait se trouver sous les bandages. Après la chute de notre civilisation, les choses n'allaient pas s'améliorer. Les momies seraient utilisées à des fins diverses et variées. On en faisait de la poudre de momie, censée avoir des propriétés magiques et médicinales, et même du combustible pour les trains.
Au XIXe siècle, elle serait même déroulée lors de grotesques fêtes privées de la haute société. Je peux presque m'estimer chanceux. Nous ignorons où a été enterré Nespa Medou, et je crois que nous ne le saurons jamais. Probablement à Saqqara ou autour de Saqqara, mais à l'heure actuelle, nous l'ignorons. En 1925, Ignacio Bauer, qui était un chef d'entreprise très réputé, se rend au musée du Caire et achète la momie de Nespa Medou avec les 5 cartonnages. Parce que le musée possédait une boutique où on pouvait acheter légalement des antiquités. Ensuite, il les amène à Barcelone. Quand il arrive au port de Barcelone, il y a d'abord un problème administratif. Il faut payer des taxes. Et le corps de Nespa Medou y reste environ 4 mois. Une fois que ce problème de taxes est réglé, il se dirige ensuite vers le Musée archéologique national de Madrid. Il y arrive aux environs du mois de septembre 1925. Mais nous avons remarqué que les archives du musée font état de l'arrivée d'une femme avec 5 cartonnages. Et pendant très longtemps, il était référencé en tant que femme. Mais quand les premiers examens radiologiques ont été réalisés en 1978, il a été découvert que c'était un homme. Après être passé entre de nombreuses mains, je suis arrivé dans un endroit où je serais admiré et observé. Là-bas, au bout d'un certain temps, mon nom sera à nouveau prononcé Nespa Medou, l'Égyptien de la momie dorée. Jusqu'à ce qu'un jour, la médecine moderne s'intéresse à moi. Des collègues d'une autre époque allaient m'aider à obtenir ce dont j'avais toujours rêvé. Nous avons les résultats du scanner et il y a de très bonnes nouvelles. Les plaques sont de la même matière que les cartonnages. Elles ont la même densité, la même épaisseur. Il est donc certain à 100% que les cartonnages appartiennent à Nespa Medou et que par conséquent, cette momie est celle de Nespa Medou. Waouh, regardez. Vous voyez les pleureuses? Ce sont des moments décisifs et très importants dans la vie des chercheurs. Nous sommes très contents. Et moi la première. Je suis enchantée. C'est une sensation assez étrange d'être face à une personne qui a vécu il y a tant d'années et qui, en plus, exerçait la même profession que nous. En effet, ils ont été pratiquement les premiers médecins de l'humanité et ils avaient des écoles de médecine où ils enseignaient et réalisaient de grandes choses. Il y a un an, nous vous avions informé que 4 momies du Musée archéologique national allaient passer un scanner pour obtenir plus d'informations sur leurs origines. Aujourd'hui, nous connaissons les résultats de cette étude radiologique, point de départ d'un documentaire réalisé par nos équipes. Après plusieurs mois de recherche que nous vous avons détaillées durant cette séance, et grâce à la grande quantité d'informations que nous avons recueillies sur les images des scanners, j'ai le plaisir de vous présenter l'aspect du protagoniste de ce film,
reproduit par nos sculpteurs légistes. Je vous présente Nespa Medou. L'immortalité, c'était le souhait de tous les Égyptiens, et la fin ultime de ma vie et de ma mort. Mon âme a voyagé, reposant dans mon corps momifié pendant des milliers d'années, et en traversant les déserts et les mers, j'ai lutté contre l'oubli, je suis resté endormi en attendant mon heure. Ils croyaient que lorsqu'on prononçait le nom du défunt, on lui permettait de revivre. Aujourd'hui, nous faisons revivre Nespa Medou encore et encore. Voilà à quoi ressemblait Nespa Medou, un prêtre et médecin de haut rang. Nespa Medou dissimulait 25 pièces sur son corps. Nespa Medou est un prêtre d'Imhotep. Qui s'appelait Nespa Medou. Il s'appelle Nespa Medou. Mon heure est venue. Mon nom est Nespa Medou, prêtre du temple d'Imhotep et médecin personnel du pharaon. Mon voyage jusqu'ici a été long, mais j'ai fini par atteindre mon but. Aujourd'hui, j'en suis certain, je sais que je suis immortel.